Vous êtes bien sur la télé qui vous parle et vous avez bien raison de nous choisir, mesdames et messieurs. Merci à vous et bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. Falsification supposée du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Maître Oumar Youm, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, vote en touche les allégations de l'opposition parlementaire. Redynamisation du secteur postal, l'RTP recueille les recommandations des acteurs et naissance qui définira les nouvelles orientations conformes aux problématiques actuelles qu'il rencontre. Enfin, production risicole, plus de 400 000 tonnes de riz sont attendues cette année dans la vallée du fleuve Sénégal. L'assurance est du directeur général de la SAED, Aboubakry Sow, ce qui constitue un record inédit. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir encore une fois, bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, pour démarrer ce journal Diplomatie et coopération ONU-Sénégal, un atelier de priorisation stratégique s'est ouvert ce 30 novembre à Dakar et va se poursuivre sur 3 jours. Cette rencontre initiée par l'Organisation des Nations Unies réunit les principaux acteurs du paysage socio-économique sénégalais, dont le gouvernement lui-même. Il s'agit ici d'une table ronde qui va définir les grandes lignes d'orientation du système des Nations Unies sur la période 2024 et 2028. Siaka Koulibaly, représentant résident de l'ONU au Sénégal. Nous sommes à un atelier de priorisation stratégique pour notre prochain cadre de coopération sur la période 2024-2028. Mais nous sommes en 2022 à la 4e année de mise en œuvre de notre cadre de coopération 2019-2023 avec le gouvernement du Sénégal et qui s'est très bien déroulé et qui met clairement en évidence l'excellence de la coopération entre le gouvernement du Sénégal et le système des Nations Unies. À travers ce cadre de coopération, nous avons pu travailler sur 3 axes majeurs. Un premier qui portait sur la croissance inclusive durable et le deuxième axe sur comment nous pouvons apporter notre contribution au gouvernement du Sénégal dans le renforcement de l'accès aux services sociaux de base et la protection sociale. Et le troisième axe du cadre qui est en cours porte sur notre contribution au renforcement de l'état de droit, au renforcement de la paix et la gouvernance tant au niveau du Sénégal que de la sous-région. Donc ce cadre arrive pratiquement à terme et en lien avec les nouvelles directives des Nations Unies, nous devons entamer l'élaboration du nouveau cadre qui va aller sur la période 2024-2028. Et pour cela, ce cadre doit être totalement aligné aux priorités nationales de développement, notamment le plan Sénégal émergent sur l'horizon 2035, mais aussi prenant en compte l'impact de toutes les crises multiformes en cours, notamment depuis la crise à Covid-19, aujourd'hui à la crise de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses impacts, et sans oublier également aussi toutes les opportunités qui se présentent aujourd'hui au Sénégal. Depuis quelque temps, je vous le disais dans le sommaire, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale fait l'objet de vives contestations pour cause. L'opposition parlementaire évoque une supposée falsification de ce règlement intérieur qui est pourtant le garant de fonctionnement de l'hémicycle. Une accusation que rejette le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Pour Maître Oumar Youm, il n'y a pas de quoi fouetter un chat par rapport à ce règlement. Nous suivons. Pour moi, il n'y a pas vraiment péril en la demeure. C'est-à-dire qu'on se fait mal pour rien du tout. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est diverses dispositions, dont la base est la loi de 2002, modifiée en 2005, modifiée par une loi organique de 2008, modifiée par une autre loi organique de 2010, je pense, et la dernière modification, la loi organique de 2019. Donc, normalement, quand on dit loi organique, la source, c'est le journal officiel. Maintenant, dans la pratique de vulgarisation de la loi, il se peut que l'Assemblée, que les cabinets d'avocats, comme vous le savez, aient déjà fait des éditions qu'ils appellent code pénal, code de procédure pénale. On évoque des articles et des lois. Mais la source officielle, c'est le journal officiel.
ou les archives de l'Assemblée nationale, ou voilà, le secrétariat général du gouvernement. Voilà. Maintenant, un auteur peut faire des compilations. Je pense bien que peut-être dans la compilation, il y a eu des erreurs. Ce qui est possible, hein, c'est des erreurs matérielles, de copier-coller, qui ont pu être le cas dans le règlement intérieur. N'empêche, il faut retenir une chose, c'est-à-dire que ce règlement intérieur, ce document, c'est quand même la base de travail depuis très longtemps. Personne n'a contesté cette base de travail. Ceux qui l'invoquent d'ailleurs président des séances, vous l'avez vu, parce que vous êtes ici avec nous, sur la base de ce règlement intérieur, et n'hésite même pas souvent à sortir ce règlement intérieur pour invoquer des lois. Le chef de l'État renoue avec ses tournées économiques. Macky Sall a annoncé ce mercredi qu'il présidera un conseil des ministres décentralisé à Tambacounda le 28 décembre prochain. Le président de la République présidera également dans la même région la cérémonie marquant la journée nationale de l'élevage. Comme chaque 1er décembre de toutes les années, le monde célèbre la lutte contre le sida. Et pour cette journée, le message est de lutter contre les inégalités qui perpétuent la pandémie du sida. Nous suivons le récit. Ce 1er décembre, il sera célébré la journée mondiale de lutte contre le sida. Les inégalités qui perpétuent la pandémie du sida ne sont pas une fatalité. Nous pouvons y remédier, note l'ONU-SIDA qui invite à l'occasion de cette journée chacune et chacun d'entre nous à lutter contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin au sida. Que faire? Le slogan « Égalité maintenant » nous enjoint à agir. Il nous incite toutes et tous à œuvrer en faveur des actions concrètes qui ont fait leur preuve et qui sont nécessaires pour lutter contre les inégalités et aider à mettre fin au sida, explique l'ONU-SIDA dans son message. Comment y arriver? Il s'agit entre autres de renforcer la disponibilité, la qualité et la conformité des services de traitement, de dépistage et de prévention du VIH afin que tout le monde y ait accès correctement, réformer les lois, les politiques et les pratiques pour lutter contre la stigmatisation et l'exclusion auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec le VIH et les populations clés et marginalisées afin que chaque individu soit respecté et accueilli. Malheureusement, l'Afrique reste le continent le plus affecté par les infections liées au sida. En Afrique, les jeunes femmes restent touchées de manière disproportionnée par le VIH, tandis que la couverture des programmes spécifiques reste trop faible. Dans 19 pays africains fortement touchés par l'épidémie, les programmes de prévention combinés dédiés aux adolescentes et aux jeunes femmes sont mis en œuvre dans seulement 40% des zones à incidence élevée du VIH. Rappelle l'ONU-SIDA. Il faut noter qu'il y a un ralentissement des progrès en matière de rééducation des nouvelles infections du VIH, d'amélioration de l'accès au traitement et d'élimination de la mortalité liée des maladies opportunistes. Selon les données les plus récentes sur le VIH pour l'année 2021, il y a 1,5 million de nouvelles infections, 33,4 millions du PV-VIH et 650 000 personnes décédées d'une maladie opportuniste liée au sida en 2021. Santé toujours dans ce journal est venu représenter le ministère de la Santé et de l'Action sociale au ARC West Africa Supply Chain Forum qui se tient du 30 novembre au 2 décembre au CICAD. Le docteur Aboubakrine Sarr est largement revenu sur l'importance de cette rencontre internationale, une occasion saisie par ce dernier pour faire le point sur la production de l'industrie pharmaceutique au Sénégal. Docteur Aboubakrine Sarr. L'association elle est positive. C'est une conférence privée à laquelle le ministère est invité, raison de notre présence au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale empêchée. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le Conseil des ministres, donc elle nous a demandé de venir participer, prendre part à cette conférence internationale que nous avons jugée très utile, très importante et qui vient à son heure vu toute la situation problématique que nous traversons à la suite de la Covid-19 un peu partout dans le monde. Au cours de la Covid, il y a ce qu'on appelle le lab qui a été organisé, qui est un atelier intensif de structuration pour la relance de l'industrie pharmaceutique au Sénégal. Vous vous rappelez, vous n'êtes pas sans savoir que la production locale était très faible au Sénégal. Et aujourd'hui, au sortir de cet atelier de 3 semaines, en fin 2021, nous avons ficelé au moins une quinzaine de projets publics comme privés
allant tous dans le sens de renforcer la production locale, avec un objectif précis d'atteindre, si possible, de moins 50% de nos besoins d'ici 2035. Et nous sommes dans cette dynamique-là. L'un des éléments qui l'explique, c'est le projet Madiba pour les vaccins. Vous savez qu'avec la Covid, il y avait un besoin de vaccins. Aujourd'hui, derrière l'Institut Pasteur, qui avait le vaccin anti-Amari, aujourd'hui il y a ce projet Madiba, toujours détenu par l'Institut Pasteur, ici même à Diamniadio, au sortir duquel ce projet-là permettra de produire au moins une quinzaine de vaccins. Je vous disais également dans le sommaire, depuis que le président de la République a donné les instructions pour redonner à la Poste sa place dans l'univers de l'offre des services, l'autorité de régulation des postes et télécommunications s'est mise à contribution. C'est dans cette perspective contre la rencontre initiée ce mercredi par l'ARTP qui a rencontré les acteurs postaux. Une série de recommandations sont attendues à l'issue de ces discussions en vue de redonner au secteur sa place. Nous suivons Abdouli, le directeur général de l'ARTP. L'ARTP a entrepris une démarche de régulation. La régulation, c'est avoir le sens de l'écoute. Avoir le sens de l'écoute pour réajuster, asservir les décisions aux besoins du secteur, asservir les décisions aux besoins de l'intérêt général. C'est ce qui nous vaut aujourd'hui d'être présents ici. L'ARTP elle-même et l'ensemble des acteurs postaux pour être à l'écoute de leurs attentes, voir dans quelle mesure la régulation peut s'adapter à ces attentes afin de dynamiser davantage le secteur. C'est aussi l'occasion pour nous de les sensibiliser sur la nécessité d'alimenter l'observatoire du secteur postal par des données fiables, par des données statistiques, parce que ce sont ces données statistiques-là qui nous offrent de la matière pour mieux réguler le secteur postal. Le président de la République, Macky Sall, qui il y a quelques jours, le 23 novembre dernier, avait donné des instructions très fortes afin que la restructuration de notre champion postal, c'est-à-dire la Société nationale La Poste, soit très rapidement mise en œuvre. Et nous travaillons nous-mêmes de concert avec l'ensemble des autorités concernées. Parce que la restructuration de la Poste ne servira pas qu'à la Poste, elle servira également à l'ensemble du secteur postal parce que la Poste a un ensemble d'infrastructures qu'elle peut partager avec les acteurs postaux afin que le secteur soit plus dynamique, plus générer beaucoup plus de valeur, plus générer beaucoup plus d'emplois. Passation des marchés publics au Sénégal, le passage de la pandémie Covid-19 aura fortement influé sur le travail traditionnel de l'autorité de régulation des marchés publics. Selon l'ARMP qui publiait ces deux rapports ce mercredi, le renforcement de la transparence dans la passation et l'exécution des marchés publics repose sur des exigences légales très fortes qui sont prises en compte dans ces missions. Nous suivons Serre Niang, le directeur général de l'ARMP. Il faut retenir qu'au Sénégal, on passe à peu près 30 000 marchés par an. Les 30 000 marchés que nous passons consomment un budget autour de 2500 à 2600 milliards. Et sur ce budget de la commande publique, on peut retenir aussi que 67% est financé sur le budget national. Et que sur le budget national, il est retenu que seules les entreprises nationales ou communautaires peuvent soumissionner. Sauf si l'envergure de la prestation est telle que les entreprises sénégalaises ou communautaires n'en ont pas l'expertise, ou bien si l'envergure également est telle que la concurrence risque de poser un problème. Auquel cas, on risque d'avoir une situation oligopolistique et donc il faut aller vers l'ouverture du marché sur l'international. Et que donc, on peut retenir que 67% des marchés ont été remportés par les entreprises nationales, soit seules, soit en groupement. Et que les entreprises étrangères qui interviennent au niveau du Sénégal sont sous le chef de peloton des Chinois, des entreprises chinoises. Elles sont les entreprises qui remportent le plus de marchés parmi les entreprises étrangères. 18% des marchés sont
remportés en moyenne durant les 2 dernières années par les entreprises chinoises, suivies des entreprises turques, françaises qui sont autour de 4%, et ensuite allemandes, marocaines et les Émirats arabes unis. Production rizicole présente dans le journal pour cette année, c'est une production record qui est attendue dans la vallée du fleuve Sénégal. L'assurance est du directeur général de la société d'aménagement de la vallée du fleuve Sénégal et du Delta. Selon Aboubakri So, des rendements satisfaisants qui dépassent de 6,5 tonnes à l'hectare ont été enregistrés. L'année agricole 2022, pour la saison sèche chaude, nous avons eu à emblaver presque 47 000 hectares donc de riz qui ont été récoltés. J'avoue que les résultats quand même sont très satisfaisants, il faut le dire. Des rendements qui ont dépassé les 6 tonnes, 6 tonnes 50 à l'hectare, avec même des pointes qui peuvent aller jusqu'à 8-9 tonnes. Et pour une production qui est estimée à peu près entre 300 et 350 000 tonnes. Ça, c'est important. En même temps, l'hivernage, la campagne d'hivernage aussi est en cours. Il y a presque 30 000 hectares qui sont emblavés. Et dans l'ensemble, donc, ça se passe bien. Il y a même des débuts de récolte. Et Dieu fait bien donc les choses. On n'a pas eu des attaques, on n'a pas eu encore de pression aviaire. Ce qui fait que nous pensons que les récoltes peuvent aussi être bonnes. Ce qui fait que globalement, pour le riz, on pourrait se retrouver donc à des productions qui peuvent dépasser peut-être les 500 000 tonnes. Ce qui serait vraiment un record par rapport aux productions qu'on avait l'habitude donc de faire. En dehors aussi de cela, il y a la campagne de saison sèche froide qui est en cours, où nous avons des prévisions de 27 000 hectares. Et ça concerne les cultures d'oignons, les cultures de tomates, de pommes de terre, de manioc, de patates douces et d'autres types de spéculations. Ce sont les cultures qu'on appelle donc les cultures maraîchères, qui sont en principe donc à très haute valeur ajoutée. Donc tout cela quand même a été possible par d'abord un engagement des agriculteurs, mais aussi le fait aussi que l'État aussi a accompagné, il faut le dire, pour sécuriser donc la production. Et puis le directeur et secrétaire général international de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, va rendre visite aux journalistes d'investigation Papa Alignan, arrêté depuis le 6 novembre dernier pour des faits liés à l'exercice de son métier. Ainsi, le patron de RSF exige la libération immédiate et sans condition du journaliste. Reporters sans frontières exige de Macky Sall le respect de ses engagements sur la liberté de la presse. Voilà pour l'actualité nationale. À présent, c'est l'international. Côte d'Ivoire, au procès de l'attentat de Gambassam, un premier accusé a été entendu ce mercredi. Les pays des Balkans demandent le soutien de l'OTAN face aux pressions russes. Enfin, en Colombie, le président Gustavo Petro s'excuse pour les massacres commis dans les années 1990. Nous suivons les explications. Le procès des auteurs présumés de l'attentat de Grand Bassam a commencé ce mercredi 30 novembre à Abidjan. Le 13 mars 2016, l'attaque dans cette station balnéaire avait fait 19 morts. Ce premier jour d'audience a permis d'entrer dans le vif du sujet avec l'audition d'un premier accusé, Mohamed Sissi. L'homme se présente comme un chauffeur résident dans la commune de Port-Boué ou Kunta Dala, considéré comme l'un des cerveaux de l'attentat, a loué une maison depuis 2016. C'est un marabout, une famille très respectée au Mali, précise Mohamed Sissi pour justifier le choix de son client. Sa voiture, c'est donc gagne de pain, insiste-t-il. Et puis les pressions de la Russie dans le Caucase et dans les Balkans occidentaux ont occupé une large part de la réunion de l'OTAN qui a pris fin ce mercredi 30 novembre à Bucarest. Les ministres des Affaires étrangères de Moldavie, de Bosnie-Herzégovine et de Géorgie étaient d'ailleurs invités à participer à la dernière session du sommet et ils ont fait part de leur inquiétude, qu'il s'agisse des conflits territoriaux dans le Caucase ou des tensions nationalistes dans les Balkans. Les craintes de déstabilisation liées à l'influence de la Russie sont exacerbées par le conflit en Ukraine, comme l'a exprimé Bisera Turkovic, ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine. Enfin, le président colombien Gustavo Petro a présenté ce mercredi ses excuses aux victimes des 2 massacres perpétrés par des paramilitaires à la fin des années 1990, a-t-on appris de sources officielles. En tant que représentant de l'État colombien, aujourd'hui, je dois présenter mes excuses
à toutes les familles des victimes et aux victimes qui ne peuvent plus nous accompagner parce qu'elles ont été assassinées par l'État lui-même. Un État meurtrier, a déclaré Pedro Gustavo lors d'un événement public dans la ville de Medellín, dans le nord-ouest du pays. À une centaine de kilomètres de là, de la municipalité du Tuango, des paramilitaires d'extrême droite avaient massacré en 1996 et 1997 des civils sans défense dans les villages d'Al Oro et de la Granza. Maintenant, place à la page sportive. Qatar 2022, malgré sa victoire contre l'Arabie Saoudite, le Mexique quitte la compétition. Mercato, AS à Monaco, on se bouscule pour le jeune latéral sénégalais Ismaël Jacobs. Mercato toujours, la Juventus s'active pour signer Edouard Mendy. Nous suivons les explications avec Pendagé. Nous démarrons l'actualité sportive malgré sa victoire contre l'Arabie Saoudite 2-0. Le Mexique est éliminé de la Coupe du Monde puisqu'ayant concédé plus de buts que la Pologne, défait par l'Argentine 2-0. Dernière journée au bout du suspense dans le groupe C. Le Mexique s'impose contre l'Arabie Saoudite 2-1. L'Argentine domine la Pologne 2-0. Pologne et Mexique terminent deuxième de la poule à égalité à 4 points. Mais les Mexicains ont raté le train des huitièmes de finale en ayant une différence de but -1 alors que la Pologne est à 0. L'Arabie Saoudite qui avait démarré avec une victoire contre l'Argentine 2-1 est également éliminée. Et puis alors qu'il dispute actuellement la Coupe du Monde au Qatar avec les Lions, les performances d'Ismaël Jacob dans son couloir gauche semblent avoir déjà la cote en Allemagne. Selon Sport Bild, repris par Foot Mercato, le latéral de l'AS Monaco serait courtisé par différents clubs de Bundesliga tels que le Bayern Leverkusen et Borussia Mönchengladbach et l'Eintracht Francfort. Le quotidien allemand indique cependant que si le club de la principauté était ouvert auprès de son joueur cet hiver, il exclurait pour autant de le vendre. Enfin, pour terminer, la Juventus de Turin est toujours dans sa logique de revenir au premier plan. Et pour ce faire, l'équipe de Massimiliano Allegri cherchera à se renforcer lors des prochaines fenêtres de mercato. L'un des dossiers prioritaires des Bianconeri est celui de l'international sénégalais en provenance de Chelsea, Edouard Mendy. Comme quoi, la Coupe du Monde est une vitrine pour les internationaux qui s'y engage. Et ce n'est pas Edouard Mendy qui nous dira le contraire. Le lauréat de The Best FIFA du meilleur gardien 2021 a perdu son leadership à Chelsea cette saison après l'arrivée de Graham Potter sur le banc, n'ayant joué que 945 minutes jusqu'à présent cette année. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour ces explications, mesdames et messieurs. Voilà qui m'a fait à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.